Bonjour à tous et bienvenue sur ce live, donc jour 2 sur l'apprentissage du JavaScript. Aujourd'hui, on va voir les structures conditionnelles et les structures itératives. Alors, ça peut paraître un peu des gros mots pour ce que c'est, mais vous allez voir que c'est pas très compliqué en soi. Alors, pour commencer, les structures conditionnelles. Qu'est-ce que c'est une structure conditionnelle ? Comme son nom l'indique, c'est une structure qui va permettre de gérer une condition. Et une condition, qu'est-ce que c'est ? Ça va être une comparaison, une égalité ou ce genre de choses, on va voir un peu plus en détail après, qui va nous permettre en fait de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Et dans le cas où c'est vrai, on exécutera un certain code, et dans le cas où c'est faux, on exécutera un autre code. Alors comment on fait ça ? Ce que je vous propose, c'est de commencer avec un petit truc assez facile, avec une date. On va dire, on souhaite dire bonjour quand on est la journée et bonsoir quand on est le soir. On va dire que le soir c'est après 18h. Donc pour commencer, on va récupérer la date du jour. Alors ça ne fait pas vraiment partie du cours en lui-même aujourd'hui, mais vous l'aurez vu, c'est pas très compliqué. Donc date.no, ça permet de récupérer la date actuelle au moment où le code s'exécute. Ça récupère à la fois la date et heure, minute, seconde. Ensuite, pour récupérer l'heure en elle-même, on va simplement faire donc date. Ici, je le mets bien. Ici, c'est une majuscule parce que c'est un objet, une classe. Ici, c'est une minuscule parce que c'est ma variable qui se trouve là. Et donc je fais un date.getHours et ça nous retourne l'heure actuelle entre 0 et 23. Et donc notre structure conditionnelle, on va la faire avec un if-else. Donc le if, c'est ici qu'on va faire notre condition. Donc if hour inférieur à 18, à ce moment-là, on va exécuter un code. Et avec le else, sinon, on exécute un autre code. On avait dit bonjour, bonsoir, donc console.log bonjour. Et console.log bonsoir. Ah, j'ai oublié de zoomer, je vais zoomer. Hop. Voilà. Là, on devrait mieux voir, j'imagine. Pas de souci. Donc, je disais, on récupère la date actuelle, on récupère les heures, et après, donc, on fait un if-else. Si l'heure est inférieure à 18, à ce moment-là, on dit bonjour, et sinon, on dit bonsoir. Si j'exécute ça, vu l'heure actuelle, je pense qu'il devrait nous dire bonjour. Alors, on va vérifier ça tout de suite. Donc, dans le navigateur, j'ai fait une erreur. Date get hour. Pourtant, c'est bien ça. Get hours. Ok, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi ça devrait fonctionner. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre en brut. Hop. Au moins, on pourra voir, vu que c'est pas le sujet du jour. Donc là, on nous dit bien bonjour. Et si jamais je passe l'heure à 19, par exemple, là, on va nous dire bonsoir. Donc ça, c'est la base de la structure conditionnelle. On a réussi à faire une condition et exécuter un code qui va être différent selon si la condition est respectée ou non. Jusque-là, c'est assez facile. Alors, il y a pas mal de symboles de comparaison qui existent. Là, j'ai montré le symbole inférieur, mais il en existe beaucoup d'autres. On a par exemple le égal qui va vérifier si hour est bien égal à 18. Alors, si je renseigne 18 ici, il devrait nous dire bonjour. Voilà. Et si jamais je renseigne 19, il va nous dire bonsoir. Il y a aussi le différent de, donc avec le point d'exclamation qui va permettre en fait de faire le contraire de égal. Donc il va vérifier si hour est bien différent de 18. Donc, en enregistrant, là, il nous dit bien bonjour, car 19 c'est différent de 18. Et par contre, si on met 18, il va dire bonsoir. Voilà. Il y a donc tout ce qui est supérieur, inférieur. Donc on a vu l'inférieur, il y a le supérieur. Mais il y a aussi le supérieur égal et le inférieur égal. Comme ça, donc inférieur ou égal. Donc là, si je mets juste inférieur et que l'heure est 18, il devrait nous dire bonsoir. C'est ce qui se passe. Par contre, si je mets inférieur ou égal, vu que la valeur est bien égale à 18, là, il va nous dire bonjour. Et le supérieur égal, c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens, donc avec supérieur ou égal. Il y a deux autres comparateurs qu'on appelle les deux que j'ai montrés précédemment. Donc c'était le comparateur d'égalité et le comparateur d'inégalité.
Et il y a aussi le comparateur d'égalité stricte et le comparateur d'inégalité stricte. La différence, c'est qu'on va rajouter un égal en plus, donc avec 3 égales. Qu'est-ce que ça change? Au final, ça vérifie la valeur aussi, donc ça va être vrai. On a bien bonjour. Mais en fait, ça ne vérifie pas que la valeur, ça va aussi vérifier le type de données. Donc là, vu qu'on est en number ici et en number ici, ça ne pose pas de problème. Par contre, ici, si je passe en chaîne de caractères, au moment où je vais faire le if hour avec la comparaison d'égalité stricte, là, il va plus être égal, étant donné que là, on a une chaîne de caractères et là, on a un number. Et donc là, il nous dit bien bonsoir. Et juste pour vous prouver, hein, si je remets comme ça, avec un nombre et une chaîne de caractères, là, ça fonctionne bien et il nous dit bien bonjour. Et c'est exactement la même chose pour le comparateur d'inégalité stricte, c'est avec un double égal, et le point d'exclamation avant, bien entendu. Donc, c'est différent de 18. Oui, j'ai fait un autre exemple. Si je reprends x et y, 10, 20. Donc, je vais mettre 20 et 20 plutôt. Donc si x est différent de y, là ça va pas être le cas, ils sont bien égaux, donc on va avoir bonsoir. Par contre, si je mets ici une chaîne de caractères, ils vont être différents étant donné que c'est pas le même type, même s'ils ont la même valeur. Et là, on va avoir bonjour. Voilà, donc ça, ce sont les opérateurs de base pour tout ce qui est comparaison. Il y a un autre type d'opérateur qui peut être utilisé au niveau de tout ce qui est structure conditionnelle, sont ce qu'on appelle les opérateurs booléens. Alors booléen, ça va sûrement vous rappeler ce qu'on a vu hier avec les variables booléennes. C'est pas par hasard si ça porte quasiment le même nom, c'est que y a une logique entre eux. Une valeur booléenne, comme on l'avait vu, c'est une valeur qui va être soit true, soit false. Un opérateur booléen, c'est un opérateur qui va faire une opération entre plusieurs parties et qui va retourner true ou false. Alors ces opérateurs, il y en a 3. Il y en a 2 principaux qui vont être... Alors, si je mets des valeurs ici, par exemple, true et false. Donc, les 2 principaux, ça va être le et le ou. Donc le et, c'est comme ça. Donc ça, c'est un double et commercial, ça signifie en fait et. Donc ça veut dire qu'il faut que x soit true et que y soit true aussi. Il faut que les deux soient true en fait pour que la condition soit respectée. Si jamais un des deux est à false, à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Et c'est ce qu'on va voir ici, on va avoir bonsoir. Il y a le deuxième opérateur dont je parlais qui est l'opérateur ou, donc avec 2 barres verticales, qui lui va être un opérateur qui précise est-ce que l'un ou l'autre est vrai. Donc si jamais il y en a un seul des deux qui est à true, à ce moment-là, la condition est respectée. Et on va passer donc cette fois-ci dans bonjour. Juste pour remontrer le end avec les 2 valeurs à true. Ici, on a bien bonjour aussi. Le troisième opérateur, c'est l'opérateur de négation. Alors, les deux que je viens de vous montrer, le et le ou, sont des opérateurs qui vont faire une opération entre 2 parties. On parle bien de 2 parties, je vais revenir juste après, et non pas de 2 variables. L'opérateur de négation, c'est un opérateur qui ne se fait pas entre 2 parties, mais qui vient se placer devant une partie, et qui va en fait inverser la valeur de cette partie. Donc par exemple, si je remets y à false ici, avec le et, on a vu que ça faisait le deuxième cas. Par contre, si je vais mettre un point d'exclamation qui est donc l'opérateur de négation, ça va inverser la valeur de y, et donc y qui valait false va valoir true. Et vu que les deux sont à true, on devrait avoir bonjour. Voilà. Je reviens sur le fait de parler de 2 parties. C'est important cette notion car ce ne sont pas nécessairement des variables qu'on va comparer. On peut comparer beaucoup de choses comme des retours de fonctions, des opérations et bien d'autres choses encore. Pour vous donner un petit exemple, on pourrait très bien faire, donc si je reprends x 10 et y 20 par exemple, on pourrait faire une opération une condition du style x plus y inférieur à y plus y. Là vous voyez bien qu'on n'utilise pas juste des variables, on a des opérations de chaque côté, et c'est pour ça qu'on parle bien de comparaison entre 2 parties. Donc la partie gauche et la partie droite, on va les appeler.
pour le if, alors je voulais aller un petit peu plus loin aussi, avec, donc je vais reprendre le hour à 18. Et en plus de ça, on va dire que on voudrait pouvoir dire bonjour ou bonsoir, ou si jamais on est dans une langue anglaise, on va dire autre chose, on va dire good morning, good afternoon et good evening. Et dans ces cas-là, en fait, le good morning c'est avant midi, le good afternoon c'est entre midi et 18h, et le good evening c'est après 18h. Donc là, il faut être capable de gérer tous ces cas-là. Donc je vais rajouter une deuxième variable qui s'appelle langue, que je vais mettre à fr pour le moment. Donc le premier cas, on a dit si la langue est en français, et comme on l'a vu avec l'opérateur, que l'heure est inférieure à 18, à ce moment-là, on va dire bonjour. Et il faut pouvoir gérer d'autres cas, et pour gérer les autres cas, on a la structure if, else, if, c'est-à-dire qu'on peut combiner plusieurs else de suite en rajoutant à chaque fois des conditions. Quand on utilise juste le else ici, en fait, on va faire le contraire de ce qu'il y a dans le if. Par contre, ici, on peut préciser des cas plus particuliers. Donc, else if, langue égale fr, et hour supérieur ou égal à 18. Donc, dans ce cas-là, on dit bonsoir. On va gérer un troisième cas qui est si la langue est en anglais et que l'heure est inférieure à 12. À ce moment-là, on va dire good morning. Hop. En anglais, et l'heure est supérieure ou égale à 12. Et on peut en combiner autant qu'on veut l'un après l'autre. L'heure est inférieure à 18. À ce moment-là, on va dire good afternoon. Et si jamais l'heure est supérieure ou égale à 18, on va dire good evening. Voilà, donc on se retrouve avec une structure if-else, if à chaque fois, qui permet de gérer différents cas les uns après les autres. Alors tout ça, ça fait un peu beaucoup de if et else if, on pourrait encore continuer beaucoup avec d'autres langues, etc. Ça serait un peu compliqué. Il y a une autre structure conditionnelle qui existe, qui est le switch. Alors le switch, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une structure conditionnelle qui va permettre de tester une donnée et en fonction de la valeur de cette donnée, gérer différents cas. Donc là, si on prend par exemple on oublie l'heure, on va simplement se baser sur la langue. Et sur la langue, on va dire, en fonction du pays, on veut dire bonjour en français. Si on est en anglais, on va dire hello. Si on est en allemand, on va dire guten Tag. Si on est en italien, on va dire buongiorno, etc. Donc on va se baser sur la langue et on va gérer différents cas. Alors pour gérer chaque cas, on utilise ce qu'on appelle le case. Alors c'est spécifique au switch. Donc le case, on le note comme ça et on précise juste après la valeur qu'on voudrait tester. Donc case fr, on avait dit console.log bonjour. Et on va rajouter un break. Je vais revenir après au break. Je vais gérer tous les cas déjà. Donc case en. Hop. On va dire hello. Ensuite, hop. En allemand, on va dire guten Tag. Et en italien, j'ai un très mauvais accent italien, mais buongiorno. Voilà. Je suis du nord de la France, l'Italie, c'est trop loin pour moi. Donc voilà, avec ça, en fait, on va être capable de gérer les différents cas. Et en fonction de la langue, si la langue est à FR, à ce moment-là, il va dire bonjour. Si la langue est en anglais, il va dire hello, etc. On peut tester ça, si vous voulez. Là, on a bien bonjour qui s'affiche. Si jamais je passe la langue en EN, à ce moment-là, on a hello qui s'affiche. Donc on a réussi à gérer nos différents cas. Alors il y a un petit truc en plus qu'on peut utiliser dans le switch qui est très pratique, c'est le default. Le default, qu'est-ce que ça va faire ? En fait, c'est un cas par défaut si jamais aucun autre cas n'a été trouvé. Donc nous, on est sur un site qu'on fait en français, donc on va dire notre cas par défaut, c'est de dire bonjour. Donc par exemple, je vais mettre une langue qu'on n'a pas ici, je vais dire la langue espagnole, je ne l'ai pas créée. Et si je suis en espagnol, du coup, il passe par le default et il nous dit bonjour. Je vais juste vous montrer un petit outil en même temps qui est pratique, c'est l'outil de debug JavaScript. Dans votre navigateur, il suffit d'aller dans Source. Si c'est sur Firefox, je crois que ça s'appelle Debugger. Ici, vous retrouvez vos fichiers.
Et en fait, vous pouvez placer ce qu'on appelle des points d'arrêt. Donc les points d'arrêt, c'est en cliquant sur le numéro de ligne, et ça va ajouter un point d'arrêt. Et en fait, au moment où le code de cette ligne va s'exécuter, il va se mettre en pause et vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quel est l'état de mon application et quels sont l'état de mes variables à ce moment précis. Donc si je rafraîchis là avec la langue, je vais remettre la langue FR. Hop, je recharge ma page. Là, on voit bien en fait qu'il s'arrête dans le case FR pour nous afficher le console.log bonjour. Ce qui est pratique aussi quand on est en debug, c'est qu'on peut passer notre souris au-dessus des variables et les variables vont afficher leurs valeurs. Donc là, on voit bien au-dessus de langue, on a FR qui s'affiche. On peut aussi ajouter un watch. Donc pour ça, il suffit de sélectionner la variable, faire clic droit et add selected to watch. Ça va s'ajouter ici à droite. Alors je vais supprimer celles qui sont inutiles. Et du coup, on a un watch sur notre variable et on voit la valeur qui est associée. Et si jamais la valeur change, par exemple, si je fais un lang égale ES, vu que je suis en debug, ça marche pas, mais si je passe au suivant, voilà, notre langue s'actualise dans le watch et on voit bien qu'on est à ES. Alors c'est assez pratique, je vais remettre en ES justement pour vous montrer. Dans ce cas-là, on passe bien au niveau du default pour qu'il affiche bonjour. N'hésitez pas à en abuser de cet outil-là, c'est un outil qui est hyper pratique, qui est quasiment indispensable pour le développeur, pour justement quand on a quelque chose qui ne fonctionne pas, pouvoir voir qu'est-ce qui se passe dans mon application et pourquoi ça ne fonctionne pas comme je le voudrais. Donc je reviens sur mon switch. Donc j'ai mis un break, tout à l'heure je ne vous ai pas expliqué ce que c'était. En fait, le break, c'est pour dire on veut sortir de la structure. C'est une instruction qui dit on sort de la structure. Alors ça marche aussi avec d'autres structures, hein, comme les boucles, etc. Mais ici, en fait, c'est simplement parce que le switch, il va tester tous les cas un par un, et à chaque fois qu'un cas correspond, il va l'exécuter. Donc si jamais, alors là, ça ne peut pas être le cas vu que la langue n'a qu'une seule valeur possible, mais on peut avoir des cas où plusieurs cases de suite, ou plusieurs cases, même pas de suite, mais plusieurs cases répondent à la condition. Et dans ces cas-là, tous ces cases-là vont être exécutés, sauf si on met un break à ce moment-là, dès qu'une condition va être trouvée, il va sortir du switch et il n'exécutera pas les suivantes. Il y a un autre truc pratique aussi avec le switch, c'est qu'on peut mettre plusieurs cases pour gérer un seul et même cas. Par exemple, pour la langue anglaise, on dit hello. Si on prend la langue américaine, on peut aussi dire hello. Alors ce serait un peu ennuyeux à chaque fois de devoir copier-coller le truc pour refaire exactement la même chose pour un cas qui est différent. Ça donnerait beaucoup de code pour au final pas grand-chose. Il y a un truc qu'on peut faire avec le switch case, en fait, c'est tout simplement rajouter plusieurs cases de suite. Et en fait, quand plusieurs cases se suivent comme ça, si un des cases répond à la condition, à ce moment-là, le code va s'exécuter. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc si je me mets en EN, hop, je vais remettre mon point d'arrêt ici. Donc là, je suis en EN, le case EN répond, donc on arrive ici. Et il nous affiche bien hello. Si jamais je passe en US, à ce moment-là, de la même façon, on va passer dans ce cas-là aussi, vu que le US est juste au-dessus, et il va exécuter aussi cette condition. Voilà. C'est un truc qui est assez pratique avec le switch case pour pouvoir gérer plusieurs cas similaires qui vont faire la même chose, mais avec des valeurs différentes. On a fait un petit peu le tour des structures conditionnelles. Vous avez vu le if, le else, le if-else, le switch. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire en termes de conditions. Après, on peut complexifier bien entendu les conditions booléennes et ce genre de choses. Et tout ce qui est conditions, en fait, on peut aller beaucoup plus loin et faire des choses plus complexes. Mais déjà, vous avez vu toutes les bases et je pense que c'est largement suffisant. On va passer maintenant donc aux structures itératives. Alors itérative, encore un gros mot. Pourquoi itérative ? C'est tout simplement ce qu'on appelle des boucles généralement. Pourquoi on appelle ça des structures itératives ? Parce que quand on passe dans une boucle, en fait, dans chaque tour d'une boucle, on est dans ce qu'on appelle une itération. C'est-à-dire une valeur possible de la boucle, de l'ensemble des tours de boucle qu'on peut faire. Voilà pourquoi ça s'appelle une structure itérative. Les boucles, il en existe pas mal de sortes. La première et la plus simple qu'on apprend toujours en premier, c'est la boucle while. Alors la boucle while en anglais, ça veut dire tant que. Donc si on définit par exemple une variable n à 0, on peut dire while n inférieur à 10. Alors vous voyez qu'on retrouve un peu les conditions qu'on avait fait avant. C'est un peu aussi le but des boucles, c'est de dire une condition qui fait qu'on va sortir de la boucle. Donc là, tant que n est inférieur à 10, en fait, on va passer dans la boucle et on va tourner dans la boucle. Donc ce qu'on peut faire, par exemple, c'est un console.log de n. Et à ne surtout pas oublier aussi, c'est d'incrémenter n. Donc faire un n égale n plus 1. Si on l'oublie, la boucle va tourner à l'infini et notre programme va planter. Donc il faut faire attention à ce genre de choses.
Donc là, ça devrait nous afficher en fait tous les numéros de 0 à 9 dans la console. On va recharger la page et on va voir ça. Hop. Là, on a notre console et donc on a bien tous les numéros de 0 à 9. Voilà une boucle assez simple qui au final va exécuter 10 fois cette instruction jusqu'à ce que en fait n soit égal ou supérieur à 10. Alors pour préciser un petit peu plus aussi, et c'est un petit peu une aparté, mais cette syntaxe-là, c'est pas nécessairement la meilleure. Elle fonctionne, mais il existe d'autres syntaxes qui permettent de faire au final la même chose. La première que je voulais vous montrer, c'est l'opérateur d'affectation plus égal. Alors on peut faire ça comme ça, et cet opérateur, en fait, il revient à la même chose que cette partie-là du code. C'est-à-dire que si on fait ça, n plus égale 1, en fait, on dit à n d'ajouter 1 à sa valeur. Si je réexécute le code, on devrait avoir exactement le même résultat. C'est bien le cas, on a toujours les chiffres de 0 à 9. Donc ça, c'est une syntaxe assez pratique qui évite à chaque fois d'avoir à répéter n. On peut rajouter la valeur qu'on veut, on peut faire 5. À ce moment-là, on n'aura pas grand-chose dans la console, on a juste 0 et 5. Et on peut faire ce qu'on veut. Il y a d'autres opérateurs d'affectation qui existent comme ça, avec toutes les opérations, donc le moins. Là, le moins, par contre, il va falloir que je fasse attention. Supérieur à moins 10. Hop, là, ça devrait nous afficher tous les numéros de 0 à moins 9. Voilà, c'est bien le cas. Il y a le multiplier, donc qui permet de multiplier la valeur à chaque fois. Il y a aussi le diviser, de la même façon, toujours le même concept. Juste une petite attention particulière quand même sur l'opérateur plus égal. Il faut savoir que l'opérateur plus, c'est un opérateur de concaténation aussi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore la concaténation en fait, c'est le fait d'ajouter deux chaînes l'une après l'autre. Par exemple, si je vais mettre ça en commentaire pour le moment, je vais définir un chaîne 1 égale hello et un chaîne 2 égale world. Si jamais je veux pouvoir afficher hello world en une seule fois dans ma console, je peux utiliser donc l'opérateur de concaténation dont je vous parlais, donc console.log, et je fais chaîne 1 plus chaîne 2. Hop. Je vais actualiser, et là on voit bien qu'il nous a affiché hello world en une seule fois. Alors il n'y a pas d'espace entre les deux, on pourrait tout à fait rajouter un espace en faisant ça. Là, en réactualisant, on a bien hello world qui s'affiche en une seule ligne avec notre espace. Donc c'est pour ça que je disais qu'il fallait faire attention, parce que cet opérateur plus égal peut aussi servir pour de la concaténation. Donc si jamais on met 0 ici, ça va poser un problème avec ma boucle. Hop. Je fais ça. On aurait tendance à penser qu'il pourrait nous afficher 2 parce qu'on utilise un plus, on peut faire une addition. Sauf que vu que c'est une chaîne de caractères, il va faire une concaténation et donc il va nous afficher 0,2. Voilà. Donc toujours faire attention avec cet opérateur-là quand on l'utilise, de savoir si c'est bien des nombres qu'on utilise et pas des chaînes de caractères. Donc pour la boucle while, c'est bon. On va passer à la boucle suivante. Et la boucle suivante, c'est la boucle do while. Alors c'est à peu près la même chose. La différence, en fait, c'est qu'on a le while qui est à la fin. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer tout simplement que quand on fait un while, en fait, le while va d'abord vérifier la condition, et si la condition est respectée, on va exécuter le code. Tandis que la boucle do while va d'abord exécuter le code une première fois, peu importe si la condition est respectée ou pas, et après il va vérifier la condition pour savoir si on réexécute à nouveau le code, si on repasse dans la boucle. Au niveau du fonctionnement, ça reste exactement le même. On a un while avec une condition, il y a juste simplement le do qui permet de définir qu'on va d'abord exécuter le code. La structure itérative suivante, on va commencer à arriver sur des choses un peu plus intéressantes. Oui, j'ai oublié un opérateur d'ailleurs. Je vous ai parlé de l'opérateur. Je vais revenir en arrière. Donc l'opérateur plus égal. On a aussi les opérateurs d'incrémentation. Opérateur d'incrémentation, ça se fait que plus. En faisant ça, en fait, on va dire à notre valeur, à notre n, d'ajouter 1 à sa valeur. C'est l'opérateur d'incrémentation plus. Alors si je teste, on devrait avoir de nouveau de 0 à 9 qui s'affiche. J'ai dû faire une erreur. Oui. While n inférieur à 10. Voilà, ce qui arrive quand on gère mal sa boucle, notre application plante et là l'onglet est planté, ça sert à rien de continuer. Donc j'ouvre un nouvel onglet et je recommence, voilà, on a bien les valeurs de 0 à 9.
Donc cet opérateur d'incrémentation, il existe aussi un opérateur de décrémentation, donc le moins, qui va être de retirer 1 à la valeur. Un petit détail en plus par rapport à ça, ça va être un tout petit peu plus compliqué, mais vous allez vite comprendre. Les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation, il existe des opérateurs de post et de pré-incrémentation et décrémentation. Il y a une grosse nuance, enfin une petite nuance, mais qui va avoir un gros impact sur ce qu'on fait. C'est que l'opérateur de post-incrémentation, donc c'est celui que je viens de vous montrer, par exemple si on fait console.log n++ et console.log n, ici en fait on est sur une post-incrémentation. Ça veut dire qu'en fait cet opérateur va d'abord retourner la valeur et ensuite il va lui ajouter 1. Donc là les deux console.log vont afficher 0 puis 1. Si je recharge ma page, voilà, on a bien 0 puis 1. Et on a l'opérateur de pré-incrémentation, c'est exactement le même, sauf qu'on le met devant la variable. Dans ce cas-là, en fait, on fait une pré-incrémentation, c'est-à-dire qu'on va d'abord incrémenter la valeur et ensuite retourner sa valeur. Et donc là, si j'exécute ça, en fait, ça va nous afficher 1 et 1. Voilà. On a exactement la même chose avec l'opérateur de décrémentation, donc le moins qui peut être utilisé d'un côté ou de l'autre. Alors on ne peut pas utiliser les deux en même temps, comme je l'ai noté là, ça ne fonctionne pas. Mais voilà, si on affiche ça, on va avoir 0 et moins 1. Et si on fait le contraire, on va avoir moins 1 et moins 1. Voilà, j'ai fait le tour sur ces opérateurs. Donc on repasse à la boucle suivante. Donc la boucle suivante, ça va être la boucle for. La boucle for, elle prend 3 paramètres en quelque sorte, qui vont être, dans un premier temps, la création d'une variable. Donc on va créer une variable i. Et on va lui définir une valeur, par exemple à 0. Le deuxième paramètre qu'elle prend, c'est une condition. C'est la condition qu'il faut respecter pour que la boucle continue à tourner. Donc là, on va dire par exemple i inférieur à 10. Ça revient à peu près à ce qu'on avait fait avant avec la boucle for. Et elle prend une troisième valeur, c'est la modification de cette variable à chaque tour de boucle. Donc là, on va faire i++. Donc là, si je refais un console.log de i, on devrait retomber, comme on avait vu avec la boucle while, sur l'affichage des chiffres de 0 à 9. Hop, voilà, on a bien les chiffres qui sont de 0 à 9. Pourquoi elle est pratique cette boucle? Parce qu'elle va nous permettre... alors c'est la première boucle for qui a été créée en JavaScript, il y en a d'autres que je vais vous présenter après mais qui sont plus récentes. Mais historiquement en fait c'est cette boucle là qui va nous permettre de parcourir un tableau. Comment on va faire? Eh bien tout simplement un tableau, si je refais un tableau ici, avec 1, 3, 5, 7, 9... On a une propriété sur notre tableau qui est le length. Donc si je fais un console.log de tableau.length, le length en fait c'est la taille du tableau. Ça veut dire en fait le nombre d'éléments qu'il y a dans le tableau. Donc ça devrait nous afficher 5. Ça je vais le mettre en commentaire pour le moment pour pas que on soit encombré. Voilà. Donc là ça nous affiche bien 5. Donc ça veut dire qu'il y a 5 éléments dans le tableau. Ça va être pratique parce qu'on peut ici, au lieu de mettre une condition à 10, mettre le tableau.length. Du coup, on va commencer à 0. Alors, 0 pas par hasard, on l'avait vu hier, les tableaux, le premier index commence à 0. Donc là, pour 5 éléments, on a des index qui vont de 0 à 4. Et donc là, on va réussir à boucler sur un i qui commence à 0, qui va jusque la taille du tableau, enfin, qui reste inférieur à la taille du tableau, vu que la taille du tableau c'est 5, le i va aller jusque 4. Et donc on va être capable de ressortir toutes les informations du tableau de l'index 0 à l'index 4. Et pour faire ça, on a juste à faire tableau. Et on avait vu, on met des crochets et on précise l'index. Et l'index, on peut utiliser une variable. Donc en faisant ça, ça devrait nous afficher dans la console 1, 3, 5, 7, 9. Voilà, on a bien nos valeurs qui sont affichées ici. Donc ça, c'est une première façon de parcourir un tableau qui est assez pratique et simple à utiliser. Mais ça nécessite quand même l'utilisation d'un index qui n'est pas toujours nécessairement pratique. Et c'est pour ça qu'on a 2 nouvelles boucles for qui ont été ajoutées, qui sont la boucle for off et la boucle for in. Alors la boucle for off, je vais changer un petit peu mon tableau, je vais faire par exemple une liste de prénoms. Liste de prénoms, je vais préciser, hop, check. Clémence, Adrien et Marie. Voilà, 5 prénoms. Si on reste sur ce qu'on avait fait ici, on va voir que ça fonctionne
quand même. Hop, ça nous affiche bien les 5 prénoms les uns après les autres. Bon, il y a un petit problème d'encodage de caractères, toujours pareil, je ne l'ai pas mis dans mon HTML. Mais la boucle off, ce qu'elle va nous permettre, en fait, c'est de définir une variable. Cette variable, elle représente en fait une case du tableau. C'est la case qu'on est en train de parcourir. Donc on peut par exemple définir un let prénom, off, list, prénom. Du coup, cette variable va représenter la case qu'on est en train de parcourir. Donc on pourrait faire ici directement un console.log de prénom. Et si je recharge ma page, on nous affiche toujours exactement la même chose. Il a réussi à nous afficher les prénoms. Et cette fois-ci, on n'a pas eu besoin de s'embêter avec un index. Donc c'est en ça qu'elle est assez pratique, cette boucle for off, et qu'elle nous permet de parcourir des tableaux. On a une deuxième boucle for, qui est la boucle for in. La boucle for in, c'est pas pour parcourir des tableaux, mais pour parcourir des objets. Donc je vais, cette fois-ci, faire un objet. Donc mon objet, je vais reprendre un peu ce que j'avais fait hier avec un nom. Hop, un prénom, sans accent. Alors quand je dis sans accent, c'est au niveau du nom de la propriété, hein, c'est pas au niveau de la valeur. Et un âge. Hop, voilà. On a un objet anonyme. Et cet objet, on va être capable de le parcourir donc avec une boucle for in cette fois-ci. Donc in, hop. Et cette boucle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va parcourir en fait les propriétés de l'objet. Donc là, si je fais un console.log de prop, donc la variable que j'ai définie ici pour ma boucle, ça va nous afficher nom, prénom et âge. Alors vous allez me dire, c'est pas super pratique, parce que récupérer les propriétés, c'est bien gentil, mais les valeurs associées, ça serait quand même mieux. Il y a une petite notion qu'il faut savoir en JavaScript, c'est qu'un tableau, c'est un objet. Le fait de créer ce qu'on appelle un array, array c'est une classe, et donc faire un nouvel array, c'est faire un nouvel objet. Et indirectement, un objet, on peut le parcourir comme si c'était un tableau du coup. Donc on pourrait très bien faire ici, objet, entre crochets, propre. Donc on utilise propre comme si c'était un index, sauf que cette fois-ci c'est un nom de propriété. Et on va faire deux console.log, où on va faire de la concaténation, vu qu'on l'a vu d'ailleurs. Donc on va faire propre, plus, hop, 2 points, plus, voilà. Et là, quand on rafraîchit la page, on a nom vaste, prénom Aurélien, âge 33 qui s'affiche. Donc on a réussi à récupérer à la fois nos noms de propriété, mais aussi les valeurs associées à ces noms-là, avec la boucle for in. Il y a une petite variante qui existe, qui est encore un petit peu plus pratique que ça et qui ne nécessite pas d'utiliser l'objet comme si c'était un tableau. C'est d'utiliser une boucle for off avec le object entries. Alors le object entries, qu'est-ce que ça fait? Je vais vous l'afficher une fois comme ça. Vous allez voir, mais en fait ça va créer une sorte de tableau à partir d'un objet. Donc console.log de object.entries de mon objet. Donc objet. Voilà. Là, qu'est-ce que ça nous affiche? Ça nous affiche en fait un tableau dans lequel à chaque fois on a des cases, et chaque case est un tableau aussi dans lequel on a 0 le nom de la propriété et 1 la valeur de la propriété. En utilisant ce object.entries dans une boucle for off, donc comme ceci, on peut ici définir non pas une variable, mais une paire de variables, qu'on va appeler propre et value par exemple. Et ici, donc quand on va faire notre console.log, on peut faire un console.log de prop et de value directement. Et quand on a rafraîchi ça, on a bien à chaque fois donc nom 2.vaste, prénom Aurélien et âge 33 qui s'affiche. Voilà tout. J'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc si vous avez tout suivi et que vous avez tout compris, vous devez maintenant maîtriser les structures conditionnelles et les structures itératives. Si vous avez des questions, c'est le moment, il ne faut pas hésiter. Je vais y répondre. Ou si vous voulez simplement me dire merci parce que c'était clair, vous pouvez aussi, comme ça, ça me rassurera un peu. Savoir si je ne suis pas allé trop vite. Alors en attendant, pour rappel, le live est bien entendu enregistré et il sera disponible à nouveau dans le cours qui se trouve sur mon site. Je le mettrai en ligne dans l'après-midi et j'enverrai un commentaire sur l'événement qui a été créé
pour que vous puissiez savoir qu'il est disponible et obtenir le lien. Je vois beaucoup de merci, donc j'imagine que ça veut dire que j'étais clair. Et ben c'est parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, même si c'est pour aller un peu plus loin ou sur d'autres sujets ou s'il y avait quelque chose que vous n'avez pas compris, c'est le moment. En attendant, je vais remettre ma petite page. Et je vous rappelle donc, faut pas hésiter à aller sur le site. Faut pas hésiter à nous suivre sur les différents réseaux. Donc la chaîne Twitch, c'est là où vous êtes aujourd'hui. C'est là que se passeront tous les lives de Training Dev. Il y a notre compte Twitter sur lequel toutes les publications des lives sont envoyées. Faut pas hésiter pareil à s'inscrire, comme ça vous aurez les news sur chaque live, même s'ils ne sont pas publiés là où vous avez l'habitude de les voir. Sur Twitter, ils le seront toujours. Il y a la chaîne YouTube sur laquelle les lives sont déposés les enregistrements des lives sont déposés pour être visionnables. Ces lives sont bien à chaque fois intégrés dans les cours. Donc à chaque live, il y a un cours associé et le cours intègre la vidéo du live. Et il y a le channel Discord toujours. Alors il n'y a pas grand monde dessus pour le moment, mais il ne faut pas hésiter à venir pour parler de tout et de rien, de technologie, de développement, ou de votre vie. On est là pour se soutenir entre développeurs. Et s'il n'y a pas de questions, à ce moment-là, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça a été clair. Et je vous attends demain pour la suite. De mémoire, la suite, ça va être sur les fonctions et le passage de paramètres. Ça va être encore un petit peu plus compliqué. Vous allez voir qu'on va monter en niveau au fur et à mesure de la semaine. Mais les fonctions et les passages de paramètres, c'est quelque chose d'indispensable en JavaScript et qui va vous changer la vie. Donc, n'hésitez pas à venir, ça va vous apporter beaucoup. Merci à vous, bonne journée et à demain.